Nous savons maintenant la véritable raison pour laquelle Poutine a rejeté un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, et cela n'a rien à voir avec la paix. Pendant des mois, l'Ukraine et ses alliés ont poussé pour un cessez-le-feu complet de 30 jours. Zelensky a dit « Oui, l'Occident l'a soutenu, Poutine a refusé encore et encore. » Maintenant, un général américain à la retraite a révélé pourquoi. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est une stratégie froide et calculée, et cela révèle ce dont Poutine a vraiment peur. Décortiquons la vérité derrière le rejet de Poutine et la pression qui pourrait finalement briser son plan de guerre. S'adressant à Fox Business, le 20 mai, l'ancien général américain Jack Keane a expliqué que Poutine est si obstiné dans ses tentatives pour éviter un cessez-le-feu. Parce qu'il sait que dire oui mettrait une énorme pression sur Keane, qui est maintenant l'analyste stratégique principal de Fox News, en plus de servir de président de l'Institut pour l'étude de la guerre, dit que Poutine a rejeté le cessez-le-feu parce qu'il sait très bien que s'il va à un cessez-le-feu, cela arrête les tueries. N'est-ce pas le but ? La Russie perd probablement des soldats à un rythme d'environ 1000 par jour, les pertes du pays se rapprochant de plus en plus du seuil du million. Au total, il y a de fortes chances que la Russie dépasse ce million de morts, de blessés et de capturés à un moment donné en juin. Vous pourriez penser que cela suffira à convaincre Poutine qu'il est temps d'arrêter son invasion malheureuse. Mais pour Poutine, comme l'explique Keane, les morts sont nécessaires des deux côtés de la guerre, car ils fournissent aux leaders russes un levier. Et puis la pression est levée sur l'administration pour faire de grandes concessions à lui, explique Keane. Ce qu'il veut dire, c'est qu'accorder aux États-Unis 30 jours pour négocier avec la Russie signifie que Poutine ne peut plus utiliser l'ampleur des morts causées par son invasion pour obtenir ce qu'il veut. Trump et Zelensky pourront discuter pendant 30 jours sans se soucier de perdre davantage de soldats ukrainiens. Poutine ne veut pas de ça. Toutes les discussions qui ont lieu entre l'Ukraine et la Russie doivent se produire lorsque les Ukrainiens meurent et que la Russie continue d'attaquer. Poutine veut que l'Ukraine soit affaiblie lorsque Zelensky arrive à la table des négociations. Permettre un cessez-le-feu donne à l'opposition de Poutine un peu de répit, à la fois pour considérer sa position et pour présenter une proposition. Cela ne donne pas à la Russie tout ce qu'elle veut de la guerre en Ukraine, explique Keane. Il y a une bonne raison pour laquelle Poutine veut que cela se passe ainsi, ajoute Keane. Poutine veut des concessions majeures, maximales, qui rendent l'Ukraine si vulnérable qu'il pourra finalement en prendre le contrôle. Il n'a jamais renoncé à cette aspiration, dit Keane. Et il n'a pas tort. Nous n'avons qu'à regarder les conditions que Poutine a suggérées lorsque les discussions sur un cessez-le-feu ont commencé en mars pour preuve. Suite à une réunion entre Trump et Zelensky ce mois-là, la proposition d'un cessez-le-feu complet de 30 jours a été présentée à Poutine. Au départ, le président russe semblait accueillir favorablement le concept, déclarant qu'il était en faveur du principe d'un cessez-le-feu. Cependant, ces déclarations ont été obscurcies par le Kremlin, ajoutant qu'il devrait considérer les termes avant d'accepter quoi que ce soit. La réalité était que Poutine voyait les négociations de cessez-le-feu comme un moyen de jouer un jeu avec l'Ukraine aux États-Unis. Plus précisément, la Russie a affirmé que plusieurs questions devaient être résolues avant qu'elle ne puisse accepter un cessez-le-feu. S'exprimant aux côtés du président biélorusse, Alexandre Loukachenko, 2 jours après la proposition d'un cessez-le-feu de 30 jours, Poutine a déclaré qu'il y a des questions que nous devons discuter. Et je pense que nous devons en parler avec nos collègues et partenaires américains, et peut-être avoir un appel avec le président Trump et en discuter avec lui. Cette simple déclaration a révélé 2 choses. Premièrement, Poutine essayait d'exclure l'Ukraine de tout le processus de négociation, ce qui est typique pour le leader russe. Rappelez-vous que c'est un homme qui ne croit pas que l'Ukraine devrait exister en tant qu'entité souveraine. Le fait que Poutine ait insisté sur le fait qu'il devrait parler à Trump sans même mentionner l'Ukraine nous en dit beaucoup sur l'état d'esprit de Poutine. L'Ukraine ne serait pas invitée à cette conversation parce que Poutine pense que toute contribution du pays aux discussions est sans importance. Deuxièmement, Poutine voulait probablement parler directement à Trump parce qu'il pensait que cela lui donnerait plus d'opportunités de manipuler le président américain. Encore une fois, c'est une partie du modus operandi de Poutine. Il sépare l'Ukraine des États-Unis afin de pouvoir parler de ce qu'il veut sans avoir à se soucier de l'intervention de l'Ukraine. Plus précisément, Poutine voulait des réponses concernant la manière dont l'incursion de Koursk se déroulerait. Est-ce que l'Ukraine serait autorisée à mobiliser des troupes et à recevoir de nouvelles armes pendant le cessez-le-feu? Et plus important encore, qui vérifierait le cessez-le-feu? Qui donnera l'ordre d'arrêter les hostilités? Poutine a demandé. Qui déterminera où et qui a violé un éventuel accord de cessez-le-feu pour 2000 km? Ce que nous voyons ici est le début de quelque chose que Poutine fait depuis plus de 2 mois, trouver des excuses. Des excuses qui permettent commodément à Poutine de continuer à mener sa guerre, tout en retardant toute discussion sur un cessez-le-feu. Le 8 avril, le Conseil de l'Atlantique a publié un rapport soulignant cela. Poutine fait toutes ces excuses parce qu'il ne veut aucun type de paix avec l'Ukraine.
À ce stade, le Conseil dit que Poutine a déjà ressorti son ancien raisonnement pour envahir l'Ukraine en premier lieu, prétendant qu'il le faisait pour éradiquer les nazis ukrainiens. C'est un raisonnement que Poutine utilise depuis 2014, lorsqu'il a annexé la Crimée. Depuis lors, la propagande russe a dépeint l'Ukraine comme un foyer d'idéologie extrémiste. Le Conseil de l'Atlantique dit que le but de Poutine est de déshumaniser l'Ukraine aux yeux de son peuple et du reste du monde. Pourquoi ? La réponse est simple. Poutine ne veut rien de moins que l'effacement complet de l'identité de l'Ukraine afin que le pays puisse être absorbé par la Russie. Cela nous ramène au commentaire de Keane sur le désir de Poutine de contrôler l'Ukraine. Keane sait que rien de moins que la capitulation totale de l'Ukraine n'est suffisant pour le leader de la Russie. Tout ce que Poutine fait lorsqu'il rejette les cessez-le-feu est conçu pour obtenir le contrôle qu'il a toujours voulu. Un cessez-le-feu représente un obstacle à ce contrôle, semble soutenir Keane. Donc, Poutine ne consentira pas à arrêter, parce qu'il a besoin d'affaiblir l'Ukraine, au point où Zelensky n'a plus aucun levier lors des discussions de paix finale. Keane semble avoir tout à fait raison. Et encore une fois, nous n'avons qu'à regarder les commentaires que Poutine a fait par le passé pour prouver le point. Des années avant son invasion de février 2022, Poutine affirmait que l'Ukraine ne devrait pas exister en tant que nation souveraine. L'université de Rochester a démontré ce point en mars dernier, 2022, avec un résumé de nombreuses affirmations que Poutine a faites pour justifier ses actions. Parmi les plus importants, il y a un argument que Poutine a fait dans un essai de 5000 mots intitulé sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens, publié sur le site web du Kremlin. En 2021, Poutine a affirmé que les Ukrainiens et les Russes sont un seul peuple qui n'aurait jamais dû être séparé en premier lieu. Que ce soit une tentative de Poutine pour amadouer le peuple ukrainien, afin qu'il soutienne son point de vue, ou un avertissement voilé de ce qui allait se passer l'année suivante, l'intention générale est claire. Poutine dit que l'Ukraine devrait faire partie de la Russie. Dans l'essai, il soutient que la nationalité ukrainienne n'est pas une entité à part entière, mais fait plutôt partie d'une triade qui comprend la nationalité russe et biélorusse. Poutine soutient également que les deux peuples partagent le même héritage ancestral, qu'il utilise à nouveau pour justifier le désir de la Russie d'absorber l'Ukraine. Ce que Poutine omet volontairement de reconnaître, c'est que l'histoire n'influence pas l'état du monde d'aujourd'hui. Si c'était le cas, vous pourriez orienter ces arguments dans de nombreuses directions différentes. Par exemple, l'Union soviétique a revendiqué 10 territoires de la Finlande à la suite de la Seconde Guerre mondiale. La Russie devrait-elle rendre cela ? La Finlande elle-même faisait autrefois partie de la Suède, qui était autrefois en guerre avec la Russie, ce qui a vu la Suède et la Russie prendre et perdre du territoire. Où tracez-vous la ligne si vous devez remonter des siècles pour justifier pourquoi un pays qui n'est plus sous votre contrôle devrait l'être ? Presque toutes les nations sur Terre tomberaient dans des querelles territoriales. Le point est que les justifications historiques de Poutine pour sa guerre contre l'Ukraine sont au mieux fragiles, mais cela n'a pas d'importance. Le dirigeant de la Russie s'en tient à ses justifications, qui reviennent encore au point que Keane a fait plus tôt. La seule façon de mettre fin à la guerre en Ukraine, aux yeux de Poutine, est l'éradication complète de l'Ukraine en tant qu'entité souveraine. Tout cessez-le-feu de 30 jours annoncé à un moment où la Russie n'est pas déjà sur le point de contrôler l'Ukraine ne sert pas le but ultime de Poutine. Alors Poutine dit non encore et encore. Au lieu de cela, il propose des conditions que l'Ukraine ne peut tout simplement pas accepter. Car Poutine sait que l'acceptation de ces conditions mettrait l'Ukraine dans l'état affaibli dont il a besoin. C'est là la véritable raison pour laquelle Poutine continue de rejeter les cessez-le-feu, selon Keane. Cependant, l'analyste stratégique note également qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles Poutine mène l'Ukraine et les États-Unis en bateau, dans ce que le leader russe voit clairement comme une sorte de jeu diplomatique. Le désir de Trump d'atteindre la paix le plus tôt possible est l'une de ces raisons, dit Keane. Avant de devenir président des États-Unis pour un second mandat, Trump a fait de nombreuses promesses qu'il serait capable de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Bien sûr, cela ne s'est pas produit. La plupart des gens n'ont jamais cru que c'était possible. Cependant, ces promesses ont signalé au reste du monde que mettre fin à la guerre en Ukraine serait une priorité pour Trump une fois qu'il aurait pris ses fonctions. Keane dit que Poutine profite de ce fait maintenant que Trump est en fonction depuis presque 5 mois et n'a pas obtenu la paix qu'il recherche. Il sait très bien que le président Trump est entré en fonction en voulant mettre fin à cette guerre, dit Keane à Fox Business. Le président a souligné de nombreuses fois qu'il utilise le terme bain de sang comme exemple de cela. Il est impatient, il a un sentiment d'urgence à ce sujet. Poutine, malgré tous les horreurs qu'il a infligées à l'Ukraine, est et a toujours été un négociateur avisé. Keane semble insinuer que Poutine peut sentir le désespoir de Trump suite à l'échec du président américain à tenir sa promesse de 24 heures. Maintenant, Poutine essaie de profiter de la situation. Il sait aussi que le président est impatient. Il prolonge les négociations et ne fait aucune concession lors de ces négociations qui ont eu lieu. « Je ne m'attends à rien de tout cela à l'avenir », ajoute-t-il. Ici, nous avons une autre idée de pourquoi Poutine rejette les cessez-le-feu.
Non seulement le leader russe sait que mettre fin aux tueries lui enlève son levier, mais il utilise également ses conversations avec Trump pour atteindre un autre objectif. La normalisation de la relation entre la Russie et les États-Unis. Avec chaque jour qui passe, l'impatience de Trump grandit, et Poutine gagne plus d'opportunités d'utiliser cette impatience à son avantage. Keane souligne cela. Et puis Poutine parle évidemment au président, parce qu'il veut éviter les sanctions. Dans sa tentative de convaincre le président qu'il est aussi intéressé par la paix que le président, dit Keane. Bien sûr, ses actions ne témoignent pas de cela. Et il essaie également de convaincre le président que ce qu'il veut, c'est la normalisation des relations avec la Russie, ce qui aurait des avantages économiques significatifs pour les deux pays, ajoute Keane. Encore une fois, le point est clair et semble être juste. Bien que la Russie ait décrit le processus de normalisation comme complexe, c'est aussi quelque chose que Poutine sait qu'il doit réaliser. Le fait de ne pas le faire pourrait conduire à la ruine de l'économie russe, sous le poids à la fois de l'effort de guerre de Poutine et des sanctions qui en ont résulté. Comme pour la question de la souveraineté de l'Ukraine, les rejets de Poutine d'un cessez-le-feu se résument tous à ce que le président russe essaie d'obtenir tout ce qu'il veut d'un accord de paix. Rien de moins que la destruction de l'Ukraine et un retour aux affaires avec les États-Unis ne suffit. Il y a juste un problème, Poutine pourrait être sur le point de surestimer sa main. Keane suggère cela lorsqu'on lui demande ce que les États-Unis devraient faire ensuite, compte tenu de tous les rejets de cessez-le-feu de Poutine. « Je pense que les Européens, le sénateur Graham et les conseillers ont raison. Il est temps de frapper fort sur Poutine, dit-il. Oui, cela affectera la relation, je vous l'accorde. Mais quand ils ne font aucun progrès, maintenir cette relation au détriment des gens sur le champ de bataille est tout simplement inacceptable. Nous arriverons aux commentaires de Keane sur le sénateur Graham dans un moment. Tout d'abord, Keane conclut en soulignant que on ne peut pas négocier avec un homme qui semble ne pas se soucier le moins du monde du sort de son propre peuple ou des Ukrainiens. Sa guerre tue. Poutine a précipité en première ligne des milliers de troupes supplémentaires formées en moins d'un mois. Le nombre de ses propres troupes tuées est passé de plus de 30 000 en 2024 à près de 50 000 actuellement. Il a augmenté les cibles sur les civils, intensifiant ainsi le bain de sang. Et Poutine se soucie peu du nombre de soldats tués. Poutine se soucie uniquement d'atteindre les objectifs qu'il avait bien avant d'envahir l'Ukraine. Et, comme pour prouver le point, quelques jours seulement après que Keane ait donné son interview à Fox Business, la Russie montrait à quel point elle se soucie peu en réalité d'obtenir un cessez-le-feu. Au cours du week-end, commençant le soir du 23 mai, la Russie a déchaîné horde après horde de drones sur l'Ukraine. Chaque attaque était plus grande que la précédente, culminant en une nuit de dimanche, quand la Russie a battu son propre record du nombre de drones qu'elle a envoyés en Ukraine lors d'une seule attaque aérienne. Dans la nuit du 25 mai et jusqu'au 26, la Russie a déchaîné un stupéfiant 355 drones Shahid, tuant 6 personnes dans le processus. Au total, les frappes du week-end ont tué 13 personnes, dont 3 enfants de la même famille, et blessé des dizaines d'autres. Ces frappes de drones sont toujours en cours. Le 27 mai, Reuters a rapporté que, bien que les attaques de drones de la Russie diminuent en intensité, elles ne montrent aucun signe d'arrêt. 3 autres Ukrainiens ont été blessés lors des attaques de cette soirée. Démontrant précisément ce que Keane souligne, Poutine continuera à parler comme s'il était prêt pour un cessez-le-feu. Mais ses actions parlent bien plus fort que ses mots. Le leader de la Russie fait tout cela parce qu'il croit qu'il peut s'en sortir. Il le fait aussi parce qu'il le doit. Relâcher la pression constante qu'il exerce sur l'Ukraine affaiblirait la position de la Russie à la table des négociations. Cependant, nous avons mentionné plus tôt que Poutine était sur le point de trop jouer son jeu, alors qu'il cherche à retarder encore et encore avec ses rejets de cessez-le-feu. Les frappes de drones du week-end l'ont peut-être finalement poussé à bout. Comment le savons-nous ? Ces frappes ont provoqué une réponse furieuse d'un président américain que Poutine tente de manipuler selon son agenda depuis des mois. C'est selon le Kyiv Post, qui a écrit le 27 mai, que Trump envisage maintenant de mettre en place de nouvelles sanctions contre la Russie, en réponse aux actions les plus récentes de Poutine. Trump a attaqué Poutine dans une publication Truth Social suite aux frappes de drones du week-end, déclarant que le président russe est devenu absolument fou. Auparavant, Trump espérait que sa relation personnelle avec Poutine lui permettrait de convaincre le président russe d'accepter un cessez-le-feu. Il fait même allusion à cela dans sa publication Truth Social, déclarant « J'ai toujours eu une très bonne relation avec Vladimir Poutine de Russie, mais quelque chose lui est arrivé. » Trump a ensuite confirmé tout ce que Keynes a dit dans son interview sur Fox Business. « J'ai toujours dit qu'il voulait toute l'Ukraine, pas seulement un morceau, et peut-être que cela s'avère être vrai. » Trump a clamé. Mais s'il le fait, cela conduira à la chute de la Russie. Le message de Trump était clair. Les tentatives de Poutine de jouer la montre échouent, et les États-Unis sont sur le point de le punir,
pour avoir refusé d'accepter un cessez-le-feu. À quoi ressemblera cette punition? Nous avons mentionné que nous reviendrions sur les commentaires de Keynes à propos du sénateur Lindsey Graham. Lui, ainsi que le sénateur Richard Blumenthal, ont déposé un projet de loi proposant l'introduction d'un nouveau tarif de 500% pour nuire à la Russie. Ce tarif ne s'appliquerait pas directement à la Russie, étant donné que les États-Unis font très peu d'affaires avec Poutine dans l'état actuel des choses. Au lieu de cela, le projet de loi propose d'appliquer un tarif de 500% à toute nation qui achète du gaz, du pétrole, de l'uranium et plusieurs autres produits russes. Il s'agit essentiellement d'une sanction secondaire, et une qui est conçue pour nuire à la Russie en forçant les clients actuels de l'énergie de Poutine à peser le pour et le contre de l'achat de ressources russes bon marché contre les États-Unis, rendant plus difficile la vente de leurs produits. La proposition bénéficie déjà d'un soutien massif, avec 81 sénateurs qui la soutiennent. Cependant, Trump a été réticent à accepter de mettre en place des tarifs supplémentaires contre Poutine. Était-il si sûr de sa conviction qu'il pourrait utiliser sa relation avec Poutine pour provoquer un cessez-le-feu ? Les actions de Poutine, tant dans le rejet de chaque proposition de cessez-le-feu, que dans l'envoi de plus de drones que jamais pour attaquer l'Ukraine, ont conduit Trump à réaliser que la discussion ne fonctionne plus. Les États-Unis doivent répondre aux actions de la Russie par des actions propres. S'il y a le moindre doute sur ce que Trump prévoit de faire, le président américain a peut-être dissipé ce doute, avec une autre publication sur Truth Social, quelques jours après avoir traité Poutine de fou. Ce que Vladimir Poutine ne réalise pas, c'est que si ce n'était pas pour moi, beaucoup de choses vraiment mauvaises seraient déjà arrivées à la Russie. Et je veux dire, vraiment mauvaises. Trump a conclu avec un message simple. Il joue avec le feu. Tous les signes indiquent que Trump perd patience. Comme le dit Keane, Poutine croyait qu'il pouvait jouer sur cette impatience pour obtenir ce qu'il voulait d'un accord de paix. Cependant, le leader de la Russie est allé si loin qu'il fait maintenant face à la perspective des États-Unis et d'un président. Poutine croyait qu'il pouvait manipuler la riposte. Nous ne savons pas quelles sont les vraiment mauvaises choses que Trump dit qui pourraient arriver à la Russie. Parle-t-il de sanctions, de la fourniture d'une aide supplémentaire à l'Ukraine, voire d'une implication plus directe des États-Unis dans la guerre en Ukraine? Nous n'avons pas encore les réponses. Tout ce que nous savons maintenant, c'est que Poutine dit toujours non à un cessez-le-feu, et que Trump est tellement furieux à ce sujet qu'il prépare quelque chose. Seul le temps dira si les tentatives de Poutine de jouer son jeu au maximum se retourneront contre lui et la Russie. Mais que pensez-vous de l'explication de Keane sur la véritable raison pour laquelle Poutine ne veut pas accepter un cessez-le-feu? Poutine a-t-il surestimé son jeu en disant non tant de fois? Verrons-nous jamais un cessez-le-feu? Ou la guerre en Ukraine est-elle condamnée à continuer jusqu'à ce qu'un côté émerge comme un vainqueur clair? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos. Des commentaires sur les derniers développements dans la relation toujours en évolution entre les États-Unis et la Russie.